Alors, merci à tous d'être ici pour ce premier cercle de 2018. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Donc, il sera notamment question de l'avenir de l'information régionale avec le lancement de la campagne sur la sauvegarde de l'information régionale. Et pour nous en parler, nous avons Louis Tremblay, qui est journaliste et président du syndicat au journal Le Quotidien, Madame Pascale Saint-Onge, qui est présidente FNC-CSN, et Claude Dorion, directeur général MCE Conseil. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer la période de questions, la parole est à vous, donc vous pouvez commencer. Merci. Alors, pour débuter, je vais dresser rapidement un portrait de la situation concernant la presse écrite. Alors, d'après les chiffres qu'on a, puis les éléments de réflexion, eh bien, en ce qui concerne la presse écrite, depuis 2009, on est rendu à peu près à 50 % des emplois qui ont disparu, et ça au Québec. Du côté du Canada, au complet, on parle d'environ 16 500 emplois qui ont disparu, 27 quotidiens qui ont fermé, 275 hebdos qui ont fermé. Et ça, c'est sans parler de la transaction récente entre Torstar et Postmedia. Donc, on est rendu bien au-delà de ces chiffres-là. Évidemment, la problématique, pour la résumer, c'est tout simplement une érosion des revenus publicitaires qui vont de plus en plus vers les plateformes numériques telles que Facebook et Google. Évidemment, la presse écrite, particulièrement les quotidiens, c'est à peu près une des seules industries qui relèvent des ministères de la Culture qui ne sont pas soutenus présentement par des fonds publics. Alors, depuis quelque temps, la Fédération, qui représente la majorité des médias d'information au Québec, est en démarche auprès des gouvernements pour les sensibiliser face à la question, puis leur demander de prendre acte et d'agir dans les circonstances. Alors, on a vu récemment le gouvernement québécois qui a instauré un nouveau programme de 36 millions sur 5 ans. Bien que c'est un premier pas dans la bonne direction, ça représente tout de même environ 5 à 6 millions par année pour l'ensemble de l'industrie de la presse écrite. Alors, ce n'est pas suffisant là, pour nous permettre à tous de se projeter dans un avenir moyen et lointain. Alors, nos yeux sont rivés présentement vers le gouvernement fédéral. On sait que les prochains budgets s'en viennent, c'est-à-dire à la fin février, début mars. Normalement, autant le fédéral que le provincial vont déposer des budgets. Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement est sensible à la situation, qu'il souhaite agir. Maintenant, on ne sait pas à quelle hauteur ni de quelle façon. Alors, nous, ce qu'on demande à la Fédération concrètement, c'est d'introduire un volet qui s'adresserait spécifiquement aux quotidiens puis aux hebdomadaires à l'intérieur du fond des périodiques. Je vais laisser mon collègue, M. Dorion, tantôt, là, vous en parler plus abondamment. Alors ça, c'est pour répondre dans l'urgence et dans l'immédiat à la situation, pour empêcher d'autres fermetures et d'autres pertes d'emplois. Dans un deuxième temps, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est de créer un comité interministériel qui serait aussi composé d'experts et de gens de l'industrie qui pourrait réfléchir à la création d'une infrastructure gouvernementale indépendante du gouvernement qui pourrait créer et gérer un fonds qui assurerait la pérennité de l'information, donc qui dépasserait l'horizon tout simple du prochain budget, là, mais qui permettrait vraiment d'assurer la production d'une information de qualité au pays à long terme. Et enfin, le gouvernement a annoncé récemment la révision de la loi sur le droit d'auteur, puis on pense que du côté des éditeurs et des journalistes, eh bien, on devrait faire davantage respecter les droits d'auteur et les droits moraux sur les œuvres, sur la production d'informations qui circulent allègrement sur les plateformes numériques, là, sans aucune forme de compensation à l'heure actuelle. Donc, on étudie des pistes aussi du côté de la loi sur le droit d'auteur dans le cadre de la révision. Alors, je laisse tout de suite la parole à M. Dorion, puis ensuite à M. Tremblay. Alors, avec la Fédération nationale des communications de la CSN, on a tenté de mettre en place des propositions de mesures de financement des quotidiens et des médias d'information de façon à leur permettre de compenser l'érosion importante de leurs recettes publicitaires. Les stratégies qu'on a mises en place, c'est évidemment de proposer des mesures qui ont un impact important sur la situation des quotidiens. On tente de trouver des mesures dont le coût pour la société à travers les efforts des contribuables sont quand même limités de façon à avoir une efficacité importante. Et ce qu'on essaie également de faire, c'est d'adapter des mesures qui sont en vigueur pour d'autres secteurs d'activité de façon à limiter le coefficient de difficulté politique pour le gouvernement de comprendre
la mécanique que l'on propose et d'adapter une solution déjà connue appliquée à des nouvelles problématiques. La première mesure que l'on propose, c'est d'élargir l'application du Fonds des périodiques. Le Fonds des périodiques, c'est une mesure du gouvernement fédéral qui a été mise en œuvre au cours des années 70. À l'époque, c'était pour corriger la situation où de plus en plus de revenus publicitaires étaient orientés vers les périodiques américains édités aux États-Unis, dont Time, Newsweek. Et il y avait une érosion importante des revenus des périodiques canadiens. Alors, le gouvernement a mis en place un programme de subvention pour les périodiques canadiens et aussi une mesure de traitement fiscal différente. Si une publicité était achetée dans un média canadien, elle avait un traitement fiscal plus avantageux que si c'était acheté dans un média américain. Et cela a permis de développer un secteur des périodiques qui est dynamique et on souhaiterait que ces mesures-là puissent être appliquées aux journaux quotidiens. C'est la première mesure que l'on propose. Avec l'intégration des quotidiens dans le fonds des périodiques, on voudrait que la portée de ce fonds soit aussi élargie en incluant un crédit d'impôt sur la masse salariale des quotidiens. C'est une inspiration du secteur de la production télévisuelle. Toute la production télévisuelle au Canada actuellement qui est faite en dehors des grands diffuseurs bénéficie de crédits d'impôt provinciaux et fédéraux qui totalisent 30 de la masse salariale liée à la production. Et si on appliquerait ça aux 22 500 emplois qui existent encore dans le monde des quotidiens au Canada, ça représenterait une subvention ou l'équivalent d'une baisse de coûts environnant 270 millions de dollars par année, comme étant un coût brut pour l'État canadien, mais qui permettrait de sauvegarder ces 22 000 emplois-là. Et il faut bien entendu comprendre que ce 271 millions serait quand même une dépense nette inférieure, puisque ça permettrait de sauver des emplois et à peu près la moitié du coût de la mesure proviendrait des impôts payés par les emplois qui sont sauvegardés par cette même mesure. Ça se compare à peu près, et en fait, le coût de cette mesure-là est inférieur aux efforts que les gouvernements font pour protéger l'industrie du bois d'œuvre dans une situation de lutte commerciale avec les États-Unis. C'est inférieur également au soutien que l'industrie de l'aéronautique peut obtenir par emploi au Canada. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, à peu près équivalent à ce que les gouvernements réalisent actuellement comme soutien pour le secteur de la production télévisuelle. Comment financer ces mesures-là? Si les publicités qui sont acquises par les entreprises canadiennes auprès de Google ou Facebook étaient sujets à la TPS, ça représenterait, et je ne parle pas TPS, TVQ, je parle uniquement de la taxe de vente canadienne, ça représenterait exactement 280 millions de dollars, donc ça autofinancerait directement la mesure qu'on propose pour protéger le secteur de l'information en ne faisant que généraliser au nom de l'équité une mesure fiscale que toute entreprise qui fait affaire au Canada paye, sauf les grandes plateformes puisqu'elles sont localisées à l'étranger, même si elles ont un volume d'affaires très important au Canada. La troisième mesure que l'on propose, comme l'a mentionné Pascal, c'est une révision du droit d'auteur, l'élargir au contenu journalistique de façon à ce qu'il y ait une reconnaissance par les plateformes de la contribution des auteurs ou des entreprises qui les embauchent quant à l'utilisation des contenus et que ça se traduise par une rémunération qui serait équitable en fonction des revenus qui sont générés par la lecture de ces mêmes contenus. Alors, brièvement, parce que j'ai compris que le format, c'est plus de répondre à vos questions que de vous donner une grande présentation. Brièvement, c'est les mesures que l'on propose pour contribuer à la solution de la crise qui affecte les médias actuellement au Canada. Et on a un document. M. Dorion, à moins que je me trompe, Monsieur Villeneuve. Laissez pas la place à votre collègue, M. Tremblay. Non, mais M. Dorion, j'aimerais savoir juste son nom et sa fonction. Là, alors, je m'appelle Claude Dorion, je suis directeur général de la firme MCE Conseil. Alors, M. Tremblay, c'est à vous. Mon collègue de bureau, Denis Villeneuve, a l'habitude de me couper la parole. Ça ne fait pas changement au cirque de presse. Alors,
Et je vais être rapide parce que je suis de ceux qui considèrent que les introductions sont toujours trop longues au cercle de presse. Souvent, on a des discussions entre collègues. Aussi, on a des discussions avec des personnes qui ne travaillent pas dans les médias, qui nous disent que c'est impossible qu'un journal, ça ne peut pas fermer, que les journaux vont survivre. Et je vous ferai remarquer que le journal Le Réveil a fermé ses portes. Le journal Le Réveil, qui a été fondé par le docteur Henri Vaillancourt à Jonquière, qui a été une institution de longue date. Carole Néron, qui est ici dans la salle, y a travaillé. Lucien Bouchard a travaillé au journal Le Réveil. Le journal Le Réveil n'existe plus. M. Villeneuve aussi. On a aussi vu disparaître les journaux Le Courrier, qui ont été transformés avec des plateformes Internet. Et c'est donc au Saguenay, la presse hebdomadaire n'existe plus sur le format papier. La presse hebdomadaire a survécu au Lac-Saint-Jean parce que des intérêts locaux ont décidé d'acheter les 3 hebdomadaires qui sont publiés au Lac-Saint-Jean, l'Étoile du Lac, le Lac-Saint-Jean et Le Point. Et ces journaux-là ont survécu à la dernière série de fermetures dans l'ensemble du Québec des hebdomadaires. Pour les régions, la survie des journaux de la presse écrite, pour le moment, qui va sûrement vivre une migration vers des plateformes numériques, la survie des journaux est une question de cohésion sociale, est une question de circulation de l'information, parce que, oui, l'information, les citoyens dans la région ont accès à de l'information, mais les pouvoirs publics aussi réfèrent souvent à tout ce qu'on peut appeler les découpures de presse. Les parlements ont des services de communication qui produisent à tous les jours des résumés de presse qui sont distribués à tous les députés, tous les ministres, tous les fonctionnaires. Donc, c'est un moyen de faire circuler l'information. En plus des fermetures dans le secteur des hebdomadaires, on a vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi le Progrès du Saguenay, l'entreprise pour laquelle je travaille, qui a réduit son nombre de publications de 7 à 6 par semaine en fusionnant ces 2 éditions de fin de semaine pour n'en faire qu'une seule. Et ça témoigne d'une obligation des propriétaires d'entreprises de presse en ce moment de trouver des façons de réaliser des économies importantes pour contrer la diminution des volumes publicitaires qui vont, comme on l'a dit, chez Google, chez Facebook, chez Amazon, toutes les grandes plateformes internationales qui ne paient pas d'impôts ni de taxes au Canada. Et peut-être en terminant pour dire aux gens, oui, Facebook, c'est agréable. Oui, Google, c'est agréable. Oui, acheter de la publicité sur Facebook, ça coûte pas cher. Pour 10 $, tu peux rejoindre tout le monde que tu veux dans une municipalité X. Mais ce ne sont pas les journalistes de Facebook qui assurent en ce moment le suivi de tout le suivi de l'héritage politique du régime du maire Jean Tremblay à Chicoutimi. Ce n'est pas les journalistes de Google qui ont fait toute la crise de la gouvernance à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, on l'a fait pendant les fêtes et des collègues de la presse nationale l'ont très bien ciblé, des chroniqueurs. Les grandes histoires, les grandes nouvelles de la dernière année au Québec n'ont pas été le résultat des enquêtes de Facebook ou Google. C'est le résultat d'enquêtes journalistiques faites par des journalistes qui sont bien payés, des journalistes qui disposent de moyens techniques et aussi de moyens légaux pour faire leur travail. Alors, on est devant une situation qui est un peu ce qu'on pourrait appeler une crise parfaite. Dans les régions-là, cette crise parfaite-là est un peu amplifiée par les problèmes de développement économique, surtout les régions ressources qui, en ce moment, ont des difficultés plus importantes que les grands centres. Alors, c'est pour ça que le syndicat des communications du quotidien est, depuis les premières heures, impliqué dans la campagne pour sauver la presse écrite et dans les démarches auprès des gouvernements pour permettre à nos journaux de faire le virage et de passer à la prochaine étape qui sont les plateformes numériques. Alors, je vais laisser à mon collègue Denis Villeneuve le soin de poser la première question. Bien, j'ai ma collègue Julie... Non, c'est moi qui décide. J'ai encore ce pouvoir-là. Alors, première question, Julie Bergeron, Rouge FM Énergie. Madame Saint-Onge, j'adressais un portrait du nombre de journalistes, de postes de journalistes qu'on a perdus au Québec dans les dernières années, même au Canada. Je ne sais pas si, M. Tremblay, vous avez des chiffres pour la région ou au moins pour le Progrès du Saguenay. Les effectifs ont bougé beaucoup dans les dernières années? Pour le Progrès du Saguenay, on peut parler d'une réduction. Écoutez, j'y vais rapidement, là. On a probablement le tiers des effectifs de la salle des nouvelles qui a quitté tous ces faits là, sous forme de départ à la retraite, de départ volontaire.
Oui, on a remplacé, mais on n'a pas remplacé le même nombre de personnes. Donc, le Progrès du Saguenay ne fait pas exception à la règle. On a moins de journalistes qu'on avait il y a 15 ans. Là. Ça ne se compare plus. Alors, là-dessus, chez nous, on a moins de journalistes. Il n'y en a plus au réveil, comme je l'ai dit tantôt. Ça l'a diminué aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les stations de radio dans la région, on a décidé là, que c'est les journalistes qui sont obligés de réorganiser tout l'horaire de travail pour pouvoir donner un service minimum d'information pendant la fin de semaine. Et ça, c'est pas parce que ça va bien là, quand vous faites ça. Donc, tout le monde a perdu à la télévision, TVA a perdu des joueurs. Tout le monde perd des joueurs tranquillement, pas vite, parce que les revenus publicitaires sont érodés. Et nous dire aussi, vous parlez qu'on a perdu beaucoup de journalistes, mais il y a aussi la fin de semaine qui est c'est beaucoup moins couvert par les journalistes. Est-ce que cette situation-là vous inquiète pour ce qui est de l'information régionale? Bien, il y avait toujours un lien la fin de semaine qui était fait à l'époque où on avait, le Progrès du Saguenay avait ses 7 éditions, parce que vous aviez quand même une bonne équipe à la section générale du Progrès du Saguenay la fin de semaine pour préparer le Progrès dimanche. Donc, on avait 7 jours d'information. En ce moment, ce qu'on fait, il y a quand même une équipe de fin de semaine, mais c'est pour fournir les plateformes numériques, puisqu'il n'y a plus de journal le dimanche. Sauf qu'effectivement, quand on voit les gens de la radio qui perdent un autre joueur de fin de semaine, déjà là que les gens de la radio, c'était pas là qu'il y avait les plus grosses salles de nouvelles, mais c'est quand même un véhicule d'information important. La radio, c'est quand même un média qui est encore beaucoup utilisé par la population. C'est sûr qu'il y a une inquiétude parce que ces postes-là disparaissent et on n'ira pas les récupérer, ces postes-là, de fin de semaine. Et tout le monde est à peu près dans le même bain. À Radio-Canada, je vois qu'on fait des bulletins de nouvelles là, de 2 ou 3 régions qu'on regroupe ensemble. Donc, c'est plus tout le même temps qui est consacré à la même région. Donc, on divise le temps entre les régions. Donc, c'est moins d'informations dans une région. Et c'est jamais bon quand il y a moins d'informations. Prochaine question, Denis Villeneuve du Quotidien. Ah ouais. Madame Saint-Onge, le 9 février 2017, là, il y avait eu un communiqué qui avait été émis. Je pense qu'il y avait eu une conférence de presse pour revendiquer un soutien d'urgence là, aux médias écrits. Différentes mesures qui avaient été proposées là-dedans. Est-ce que le dossier a avancé? Et on me dit également, de sources bien informées, qu'il y a de la représentation qui va se faire au niveau du gouvernement fédéral. Est-ce que de ce côté-là, là, quand on regarde, on va tout arriver avec le dossier Netflix, là, mais est-ce que du côté fédéral, on entend travailler pour sensibiliser ce gouvernement-là aux problèmes des médias écrits? Oui. Bien, avant le temps des fêtes, avec Louis, on est allé à Ottawa. On a rencontré notamment le caucus du Bloc québécois, le caucus du NPD. On a rencontré des députés conservateurs. On a rencontré des députés libéraux, des sénateurs. Et jusqu'à présent, l'écoute est excellente. On a le Bloc québécois derrière nous, on a le NPD derrière nous, on a plusieurs députés du Parti conservateur et des libéraux aussi qui sont derrière nous. Maintenant, c'est sûr qu'il nous reste le Conseil des ministres, là, je dirais, à traverser. Donc, nos activités là, pour rencontrer les dirigeants, les élus du côté fédéral continuent. On est supposé rencontrer la ministre Joly au cours de la semaine dernière. C'est pas la première fois qu'on discute avec elle concernant les problèmes de la presse écrite. On a une écoute, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on nous a exprimé certaines difficultés du côté fédéral qui expliquaient pourquoi, jusqu'à présent, il n'y avait rien qui avait été mis en action. La première difficulté qu'on nous explique, c'est qu'il n'existe pas d'infrastructure gouvernementale fédérale pour administrer de façon indépendante du gouvernement un fonds d'aide à la presse écrite. En termes simples, il n'y a pas de Conseil des arts, par exemple, pour la presse écrite qui pourrait établir des critères puis administrer de façon totalement indépendante de patrimoine. Ce qui arrive, c'est que le Fonds des périodiques lui-même, c'est un programme administré directement par Patrimoine Canada. Alors, c'est pour ça que nous, on envisage une aide dans le Fonds des périodiques qui est temporaire. Puis c'est pour ça qu'on demande la formation d'un comité interministériel qui pourrait étudier la possibilité de créer une espèce de loi cadre de l'information qui mettrait en place cette infrastructure-là, style Conseil des arts,
qui pourrait donc administrer un fonds, créer et administrer un fonds qui assurerait la pérennité de l'information. Mais on s'entend que créer une telle loi puis arriver avec un tel comité, on est dans une démarche qui peut se dérouler sur quelques années. Et donc, en attendant, on demande l'introduction d'un volet d'aide immédiat à la presse écrite. Puis on pense que les crédits d'impôt sur la masse salariale, c'est une façon de donner de l'air aux médias sans imposer des critères, par exemple, ce journal-là ou cette parution-là, je l'aime, donc je lui donne une subvention, mais pas à l'autre. Alors là, c'est vraiment basé sur des dépenses réelles qui permettent l'existence des salles de nouvelles. Prochaine question. Peut-être Oui. pour reprendre sur ce que Pascal, sur l'intervention auprès du gouvernement fédéral, on est convaincu que les députés, eux, comprennent bien la situation parce que si vous êtes un ministre, vous avez quand même du temps de médias, que ce soit aux nouvelles, vous allez avoir du temps de médias. Mais le député qui est dans un comté, dans une région éloignée, souvent ce député-là n'a que l'hebdomadaire local ou du côté du Canada anglais, il y a beaucoup de petits journaux quotidiens qui ont quand même des rôles importants à jouer dans les communautés. Donc, ces députés-là, le seul moyen qu'ils ont pour faire part de ce qu'ils font, des projets, c'est le journal local. Donc, on a une écoute des députés. Et la preuve, vous avez vu avant les fêtes, le gouvernement du Québec a accordé une aide de 10 millions au groupe Capital Média et a accordé une aide de l'ordre de 500 ou 600 000 au journal Le Devoir. Il n'y a pas un seul député du Parti québécois qui a critiqué cette décision-là. Il n'y a pas un seul député de Québec solidaire qui a remis en cause cette décision-là. Et il n'y a pas un seul député de la coalition Avenir Québec qui a remis en cause cette décision-là. Donc, on voit que les politiciens sont en train de comprendre que la survie de la presse écrite, d'une presse écrite de qualité à la grandeur du Canada, c'est quelque chose qu'on doit placer au-dessus de considérations purement partisanes politiques, puisque c'est l'ensemble de la société qui va y gagner à ce qu'on puisse avoir une information de qualité pour qu'il y ait une saine démocratie. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, nous permet d'espérer que même à Ottawa, malgré une certaine difficulté à faire passer ce message-là, que ça va finir par passer. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on va continuer les rencontres, surtout auprès des députés. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Oui. Quel genre avez-vous et quel genre de relation vous avez et de discussion vous avez avec les autres organisations syndicales qui s'intéressent à cet aspect-là de l'information avec le reste au Canada anglais? Parce que, bon, l'histoire a voulu que dans les années 60 et 70, il y a eu toute la bataille des communications, de qui relève les communications. Finalement, on sait qu'à travers des décisions de la Cour suprême et tout ça, c'est le fédéral qui s'occupe. Votre intervenant principal, c'est le fédéral. Le Québec peut aider par des mesures qui, dans son champ de compétences, dans ses champs de compétences, qui sont relativement limités dans ce domaine-là. Alors, est-ce que la solution, c'est pas aussi d'avoir une sorte de coalition au niveau canadien, je vais presque dire binational, je suis dans de la vieille vision, mais en tout cas, mais une coalition canadienne, parce que le gouvernement fédéral n'a pas donné d'indication lui-même qui s'intéressait à toute cette question en tant que gouvernement. Alors, il faudra que les forces syndicales, ceux qui s'intéressent au domaine, fassent pression, mais souvent, le Québec est un peu isolé dans ces questions-là. Et est-ce que c'est pas un peu ça qu'on ressent ailleurs au Canada anglais? Bien sûr, la préoccupation est là, mais pas de même intensité ou de même intérêt. Est-ce que vous avez des relations avec des organisations du reste du pays? Oui, bien, il y a plusieurs coalitions qui existent, puis on se parle de façon régulière là, avec les autres organisations syndicales. Au Québec, la Fédération représente la majorité des médias. Il y a également les SCFP là, qui est présent dans certains endroits. Puis, on fait partie d'une coalition au Québec qui s'appelle la Coalition pour les médias et la culture, qui, disons, est intervenue lorsque la politique culturelle fédérale a été annoncée. Donc, on travaille avec eux sur plusieurs questions. La Fédération représente aussi des médias du côté du Nouveau-Brunswick, puis on a le droit qui est en Ontario.
Donc, on regarde avec des partenaires anglophones, mais vous l'avez dit, on a des façons de faire au Québec qui sont un peu différentes du reste du Canada. Ce que je sais, c'est que les éditeurs aussi du pan-canadien se parlent. On fait des représentations communes du côté fédéral. Aussi, les demandes des organisations syndicales vont pas mal tous dans le même sens, là, même si on ne travaille pas étroitement ensemble. On est libre de nos actions, mais disons, il y a quand même une communauté d'esprit, puis au-delà des organisations syndicales aussi, du côté patronal, je pense que tout le monde a saisi l'ampleur de la situation. Tantôt, on parlait qu'il y a moins de journalistes qui couvrent les fins de semaine. Bien, quand on parle de perte d'emploi à la hauteur de 50 à peu près depuis 2009, puis c'est pas juste des emplois de journalistes, là, c'est les emplois tout confondus dans les médias de la presse écrite. Ça veut dire que c'est moins de contenu aussi. Inévitablement, il y a moins de contenu qui se retrouve dans les médias de la presse écrite parce qu'il y a moins d'emplois. Je veux dire, on n'a pas le choix, on n'y échappe pas. Il y a des beats qui étaient couverts par le passé qui ne le sont plus ou pratiquement plus, comme par exemple les relations du travail. Donc ça, c'est des éléments concrets là, qu'on peut constater, mais pour le public, c'est plus difficile de s'en apercevoir des fois tant qu'ils reçoivent leurs publications. Mais je pense que quand on en parle, puis en sensibilisant la population puis les élus, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Puis là-dessus, il y a une communauté d'esprit au sein des organisations syndicales et patronales. Peut-être une précision quant à la responsabilité de la presse écrite. Et ça, c'est un autre enjeu majeur c'est quand même un problème. C'est que la presse écrite est de juridiction purement provinciale. La radio, la télévision sont des juridictions fédérales. Ça serait beaucoup moins compliqué si on avait, avec le fédéral, une dynamique au niveau de l'électronique. Mais la presse écrite est un domaine de juridiction provinciale. Et en plus, la presse écrite était traitée comme un secteur industriel et non un secteur culturel. Donc, au niveau du Québec, on est en train de faire cheminer le gouvernement à travailler à ce qu'on devienne aussi un joueur au niveau culturel et pas seulement industriel. Et au niveau fédéral, on essaie de faire comprendre quand même au gouvernement que même si la presse écrite est un domaine de juridiction provinciale, ça a quand même une cohésion à la grandeur du Canada. Il faut que le gouvernement canadien s'en occupe. Parce que c'est quand même quelque chose de particulier aussi. Le fait qu'on a une presse francophone, ça fait quand même partie des particularités culturelles du Canada. Prochaine question, Michel Gaudreault, de Radio-Canada. Oui, bonjour. Je porte un peu deux chapeaux aujourd'hui. Je suis venu comme journaliste et aussi comme, je ne peux pas m'empêcher comme membre de la FPJQ, j'en suis le président régional. Donc, on a les mêmes préoccupations. La diminution du nombre de journalistes, ça fait entre autres une diminution du nombre de membres du côté de la FPJQ, mais plus que ça, c'est le droit du public à l'information qui écope, comme Louis l'a soulevé et d'autres aussi. Et parmi les moyens que vous regardez, moi, c'est plus un commentaire ou une question, c'est entre les deux, mais bref, on se préoccupe de la migration de l'espace publicitaire, on s'entend vers Google, Facebook, Netflix aussi, etc. Mais qu'en est-il aussi de la migration de l'espace publicitaire, de la tarte publicitaire qui est accaparée par ce qu'on appelle le phénomène des talk radio? Parce qu'auparavant, par exemple, dans la région, il y avait CJMT, il y avait CKRS, qui avaient une salle de nouvelles, qui rapportaient de l'information. Aujourd'hui, il y a un phénomène des talk radio où ils n'investissent pas dans les salles de nouvelles. Là. J'exclus Rouge FM, qui heureusement ont encore des journalistes. Bon. Et qui vont pirater la tarte publicitaire des vrais producteurs d'informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envisager une taxe à ces producteurs parce qu'ils vont chercher la tarte publicitaire, à même l'info qui est produite par des journalistes qui engendrent des coûts, il n'y aurait pas moyen que ces radios-là qui fonctionnent sans salle de nouvelles donnent des redevances, par exemple, aux vrais producteurs d'informations? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, qui est envisageable ou qui est complètement farfelu? J'avoue qu'on n'a pas du tout regardé cette avenue-là jusqu'à présent parce que pour nous, le véritable concurrent à l'heure actuelle, puis oui, c'est une réalité là, qui existe dans la radio, puis c'est très préoccupant. D'ailleurs, on n'arrête pas de le dire, mais une fois que si la presse écrite disparaissait, de quoi parleront les animateurs dans les stations de radio, dans les talk radio?
Donc, évidemment, ben, ça pourrait être une avenue qui mériterait d'être étudiée, mais pour nous, la véritable concurrence, elle est du côté, présentement, des géants du Web. C'est effarant, là, c'est 70 % de la publicité qui s'en va vers ces plateformes-là. Comme on l'a dit tantôt, c'est pas qu'on est en réaction contre le rôle de ces plateformes-là, parce qu'il y a une place pour les réseaux sociaux, il y a une place pour les agrégateurs de contenu et tout ça. La problématique, puis là où j'apporterai une précision aussi à ce que Louis a dit par rapport à la juridiction, parce que sur le numérique, sur Internet, la juridiction, elle est réellement du côté fédéral. Ce qui est absolument incompréhensible de notre point de vue, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place par le gouvernement fédéral pour faire en sorte qu'il y a une redistribution de la richesse, parce que c'est le rôle quand même d'un gouvernement puis des programmes. Donc, les revenus publicitaires s'en vont constamment vers des géants américains qui placent cet argent-là dans des paradis fiscaux. Hein, on l'a vu aux Bermudes, ailleurs. Et pendant ce temps-là, on ne leur impose pas les taxes de vente. On ne les force pas à payer des droits d'auteur. On ne leur demande pas, par exemple, de verser une portion de leur revenu publicitaire dans un fonds qui servirait à recréer du contenu ici, du contenu canadien, du contenu québécois. Alors, nous, c'est l'élément qu'on s'explique pas, c'est cette inaction-là du gouvernement devant les géants du Web américains, alors qu'il y a des stratégies très différentes qui sont employées par d'autres pays. On a vu des poursuites importantes contre Google, notamment, pour justement aller réclamer des droits d'auteur. Ça a eu cours en France, il y en a un présentement aux États-Unis. Donc, c'est cette inaction-là qu'on ne comprend pas, puis on demande au gouvernement d'intervenir. Et ça, dès le prochain budget. Parce que c'est nos entreprises, c'est nos emplois ici, puis c'est notre économie. Et la grande problématique là-dedans, là, c'est que si le gouvernement fédéral n'assoit pas sa juridiction fiscale, économique, sur ce qui se passe sur Internet, mais quel genre de pays aurons-nous? Alors que de plus en plus, tout type de commerce transige de plus en plus vers les plateformes numériques. C'est une question qui est beaucoup plus profonde, qui appelle à l'autonomie de notre pays, puis qui appelle à la préservation de notre culture et également de nos journaux. Si je peux me permettre quelques notes complémentaires sur cette même question. Le tiraillement des revenus publicitaires entre le divertissement et l'information a toujours existé dans les médias depuis que les radios existent et même la presse écrite. Une partie du divertissement permettait d'attirer un certain achalandage qui faisait que les gens avaient accès à l'information. Alors, c'est un vieux problème dont vous parlez. Par contre, on parle de relativement très peu d'argent. Quand on compare Google avec les radios de la banlieue de Québec, on ne parle pas du tout du même nombre de zéros au bout du chiffre. Donc, on pense qu'on a beaucoup plus de millage de solutions à récupérer en se concentrant sur ce problème-là. Dans le secteur de la télévision, ça fait plus de 30 ans que les entreprises de contenants, que ce soit le câble ou le satellite, contribuent au financement du contenu parce qu'elles ont toujours été plus rentables que les producteurs de contenu. Alors, il y a toujours eu un mécanisme de récupération d'une certaine marge bénéficiaire des opérateurs de contenants pour contribuer au contenu, y compris au niveau de la production télévisuelle. La raison pourquoi cela existait était que les ondes étaient considérées comme faisant partie du domaine public, ce qui justifiait l'existence du CRTC et l'intervention gouvernementale pour s'assurer que le public soit bien servi. Curieusement, un jour, on a décidé qu'Internet serait un espace libre et privé qui n'était pas exactement la même chose que les ondes hertziennes, alors que maintenant, 90 % du courant passe par le Wi-Fi, donc des ondes, donc, encore une fois, le domaine public. Alors, nous, ce qu'on a comme principale stratégie, c'est d'appliquer au monde de l'information et d'Internet les recettes qui ont permis au Canada d'avoir une industrie de la télévision nettement supérieure en qualité et en diversité que ce que son poids économique et démographique permettait de le faire. Et c'est cette mesure-là que le fédéral a toujours appliquée, qu'on demande d'appliquer dans un autre secteur, dans une démarche qui nous paraît éminemment logique, cohérente
est très peu coûteuse par l'État, puisqu'elle s'autofinance à partir du moment où on traite ces organisations-là de façon équitable. On demande seulement qu'elles fassent leur part de citoyens corporatifs comme toutes les autres entreprises. On ne leur demande même pas un effort supplémentaire parce que ce sont des monopoles qui ont des tarifs indus qui bénéficient de leur position de monopole. On demande seulement qu'ils soient traités comme les autres. Prochaine question, M. Laval-Gagnon. Parce que le premier problème, évidemment, ça a été la migration de l'information en support papier vers support électronique aux États-Unis, partout dans le monde, au Canada évidemment aussi. Et l'autre volet, c'est que des grosses compagnies comme Amazon, Facebook, etc., là, ont réussi à s'accaparer. Bon, c'est la démarche habituelle auquel les Américains nous ont toujours habitués, là, mais elle est transposée. Alors, c'est cette vampirisation, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, de toute l'industrie de la publicité et de l'information et des communications sur ces nouveaux supports par des compagnies américaines. C'est deux. Pour qu'un pays, si est normal, d'autres l'ont fait, là, il faut qu'il y ait une véritable politique pour redresser la situation, une vision, et puis une politique. Et quand on entend Mme Joly, quand on la décode, en tout cas, on essaye de la décoder, on se rend compte qu'il n'y en a pas de politique, dans le fond, et que le premier ministre, qui est un Québécois aussi, bilingue, binational, ou en tout cas, je ne sais pas comment le qualifier, n'a pas de l'air à avoir cette préoccupation-là en vertu des responsabilités de sa fonction. Est-ce qu'il ne faudra pas, justement, que cette question-là devienne un des principaux problèmes culturels de défense de l'identité culturelle, qu'elle soit canadienne, québécoise et tout ça? Il ne faudra pas que c'est cette question-là, dans le fond, qui est en cause. Parce qu'on parle d'information, bien sûr, mais les médias ne sont que le reflet et le creuset des réalités nationales ou régionales. Mais quand on enlève ce support-là, c'est l'indication que c'est en train de disparaître, littéralement. C'est peut-être une cause, mais c'est aussi un effet, là. Alors, sur le plan politique, ma question, je soulève plus une question que je la pose. Est-ce que c'est pas essentiellement un problème politique dans son sens le plus intégral et large du terme? Et il faudra qu'il soit posé de cette façon-là. C'est définitivement un problème politique parce que les solutions, elles existent, elles sont appliquées ailleurs, puis elles sont déjà appliquées dans d'autres domaines dans notre propre pays. Donc, c'est une question politique. Maintenant, je dois tout de même dire que Mme Joly a hérité d'un mandat qui est absolument pas facile, dans le sens où l'ensemble de l'industrie culturelle et médiatique est complètement bouleversé par les transformations numériques. Et tout le monde se pose la question un peu à savoir c'est quoi la bonne façon de gérer cette transformation-là puis de s'assurer que nos industries continuent. Donc, à sa décharge, il y a quand même là quelque chose, un défi très important à relever. Maintenant, le travail n'est pas fini, à mon avis, puis c'est pour ça qu'on continue de parler avec le gouvernement fédéral, parce qu'on pense qu'il y a moyen de le persuader de changer son fusil d'épaule. Il y a encore des révisions de loi importantes qui s'en viennent. Il y a la révision de la loi sur le droit d'auteur. La lettre des ministres a été envoyée tout juste avant le temps des fêtes, et donc les travaux devraient commencer dès le mois de février. Alors, de ce côté-là, il y a, selon nous, des avancées importantes à faire. Ensuite de ça, il va y avoir la loi sur la radiodiffusion. Il y a déjà des consultations du côté du CRTC qui ont commencé. Il va y avoir la révision de la loi sur les télécommunications. Donc, maintenant, ce qui reste à voir, c'est si on va se servir de ces outils-là pour vraiment aider nos entreprises canadiennes et québécoises à s'adapter justement à l'ère numérique, parce que l'adaptation à faire ici, il n'est pas technologique, hein? On l'a tous fait. On a tous des plateformes, on a tous des sites web, on est tous sur les mobiles, les tablettes, etc., etc. Donc, le défi, il n'est pas technologique, il est vraiment réglementaire et législatif, là, je dirais. Maintenant, la donnée que moi, à ce jour, je ne m'explique toujours pas, c'est la position prise par le gouvernement concernant la fiscalité. Comment ça se fait que le gouvernement continue à ne pas appliquer la TPS aux produits et services vendus sur les plateformes numériques? Ça, on ne se l'explique pas. Je pense qu'au Québec, il y a une unanimité sur le sujet. Malheureusement, du côté du Canada anglais, à l'heure actuelle, ça n'a pas l'air de soulever les foules, mais ça va devenir c'est un problème pan-canadien. Ce n'est pas seulement un problème québécois.
Donc, ça, il faut continuer de taper le clou puis de demander au gouvernement de prendre action de ce côté-là. Prochaine question, Carole Néron. Alors, je vais être bref. Louis, comment va la plateforme numérique du quotidien? Ça se déroule comment? Je vais compléter. Toutes catégories confondues. Il y a le quotidien sur mon ordi. Est-ce que les lecteurs suivent? Est-ce que la publicité suit? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est prometteur? Et j'aimerais savoir du côté de la presse aussi, comment ça fonctionne. Il y a eu des petits problèmes, je pense. Il y a eu le Toronto Star aussi, peut-être. Alors, je peux faire le point de ce côté-là. En fait, pour le moment, ce qu'on peut dire, et je ne parlerai pas pour Charles Côté, le président du syndicat des journalistes de la presse, mais ce qu'on peut dire, c'est que le lectorat est au rendez-vous. Les transformateurs. Pour la lecture, il y a plus de lecteurs que jamais qui prennent connaissance des contenus de nos médias. Clics, là, Oui, il y a plus de lecteurs que jamais qui prennent connaissance des contenus des médias. C'est la même chose pour la Presse Plus, qui produit plus d'informations en ce moment que la presse n'en produisait à l'époque où elle avait sa plateforme papier. Il y a plus d'informations de produites. Là où il y a un défi énorme, et c'est là que les entreprises, c'est là-dessus que les entreprises travaillent, et personne n'y est parvenu jusqu'à maintenant, c'est toute la question de la migration des volumes de publicité et des prix qu'on peut demander pour cette publicité-là. On a habitué les gens à de la publicité au niveau du numérique, ça ne coûtait pas cher. Donc, c'est cette problématique-là. À partir du moment où on va trouver le moyen d'arrimer les volumes publicitaires sur les nouvelles plateformes, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin, mais ça ne peut pas se faire demain matin. Même le New York Times n'y est pas parvenu. Même le propriétaire d'Amazon, qui a un journal aux États-Unis, qui a acheté un grand quotidien aux États-Unis, n'y parvient pas. Et il n'y a pas de modèle parfait. La Presse Plus fonctionne. C'est un des plus beaux modèles au monde, une des plus belles transformations au monde. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est toujours pas facile. C'est un modèle qui, M. Trottier parlait de viabilité, M. Crevier parlait de viabilité. On n'a pas les chiffres de la Presse Plus, mais on sait que c'est pas parfait. C'est pas aussi rentable que le papier a pu l'être dans les belles années du papier. Mais là, les gens travaillent à développer ce modèle-là. Et les demandes qu'on fait au gouvernement, ce n'est pas des demandes à vie, d'avoir des subventions à vie pour les grands journaux. C'est d'avoir une période de transition qui va nous permettre d'atteindre des modèles économiques, des nouveaux modèles économiques qui vont nous permettre de financer l'information. Mais pour le lectorat, ça, je peux vous le dire, il n'y a jamais eu autant de lecteurs de nos contenus qu'en ce moment. Et ça, les chiffres sont assez clairs là-dessus, puis je pense qu'on n'a pas de raison de les mettre en doute. Mais est-ce que le virage web qui a été fait, est-ce qu'il est difficile, notamment en région, avec le peu de budget qu'on a pour faire tout ce virage-là, d'adapter aussi les journalistes à la nouvelle réalité? Non, ça se fait bien. Il s'agit de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Mais les journalistes ont appris à travailler avec ça. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à la plateforme web le matin, il y a quelqu'un à Radio-Canada qui l'est. Tout le monde a cette plateforme-là. Et ça va assez bien. Au niveau technologique, il n'y a aucun problème, là. Les journalistes vont faire le travail, les gens dans les salles de nouvelles, les cinéastes, tout le monde fait son travail. Ce n'est pas un problème de technologie. C'est un problème de financement et de façon de le financer. C'est simplement ça. Parce que la technologie, tout le monde s'adapte à la technologie. Les jeunes sont bien formés dans les écoles, ils arrivent bien formés, ils manipulent la technologie, puis même les plus âgés, ça s'adapte. C'est vraiment comme Pascal le disait, c'est une question d'environnement économique, c'est une question d'environnement fiscal pour les entreprises. Et à partir du moment où le gouvernement fédéral va régler le problème de l'environnement fiscal, on va avoir au moins 50 du problème de régler. Ça, rapide. C'est intéressant ce que tu parles là. Louis, il y a des nouvelles, ça a changé radicalement depuis 10 ans dans les salles de rédaction. Maintenant, les journalistes se promènent avec une caméra, ils font du film, ils sont devenus très, très polyvalents. Ça se passe comment de ce côté-là, au plan syndical? Bien, les syndicats, on a négocié tout ce qu'il fallait. Nous, là, si le gouvernement fédéral nous fait les aménagements fiscaux pour permettre à nos entreprises de survivre, les syndicats, on va avoir beaucoup d'idées pour le mettre à profit. Et c'est jamais les syndicats qui bloquent. Hein. Je vous ferai remarquer, c'est pas les syndicats.
les gens à la presse, là, la Fédération nationale des communications est intervenue dans les grandes négociations à la presse pour faire la transition vers la Presse Plus, et les frères Desmarel l'ont souligné au conseil d'administration. Chez Groupe Capital Média, on est rendu à 2 négociations où on a permis de trouver des solutions importantes pour mettre en place les plateformes numériques. Nous, si le gouvernement fédéral nous donne un environnement fiscal qui est égal pour tout le monde, on va être capable de concurrencer Google puis Facebook pour produire de l'information. Là, ça ne sera pas ça notre pire problème, parce qu'eux ne veulent pas en produire d'information. Eux ne veulent pas être des éditeurs d'information, parce que quand tu es un éditeur de nouvelles, tu as les responsabilités qui viennent avec, et Facebook ne veut pas avoir cette responsabilité-là. Et nous, ça ne nous dérange pas de l'assumer. D'abord qu'on a un moyen de le faire. Est-ce qu'il va y avoir encore des emplois disponibles dans les salles de rédaction? Oui, il y en a encore. Chez nous, on manque de monde, je pense, en ce moment. Là, on cherche des journalistes parce qu'on a quelques petits problèmes. Mais il va y avoir des emplois disponibles dans les salles de nouvelles. C'est pas ça le problème. C'est de traverser la crise. On est dans une crise et il faut la traverser. Et c'est ça qu'on fait. On travaille à la traverser. En tant qu'organisation syndicale, c'est sûr que notre préoccupation première, c'est de défendre et de protéger les emplois. Puis c'est pour ça qu'on met en place toute cette campagne-là. Mais on a toujours su et on va continuer de s'adapter à l'évolution technologique. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens qui, pour X raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas s'adapter ou qu'il y a des coupures d'emploi, ce qu'on veut, c'est que les gens soient traités équitablement. Puis ça, c'est le rôle des syndicats. Qu'on leur offre les possibilités de reclassement, de formation, etc. Donc, on mise beaucoup là-dessus dans nos négociations de conventions collectives. Toute la question du reclassement, de la formation, du respect de l'ancienneté, etc. Mais, puis que quand, finalement, ça ne fonctionne pas, toutes ces mesures-là, puis que des gens doivent quitter, bien, qu'ils le fassent dans le respect, puis d'être bien traités. C'est ça notre travail. Puis, en bout de ligne, ultimement, c'est de défendre les emplois, puis de s'assurer que les gens qui arrivent aussi, les nouveaux, qui arrivent dans un milieu où ils sont capables de faire leur travail de façon indépendante, puis de façon saine et libre. Alors, et c'est pour ça aussi que ce qui est très important dans les conventions collectives, notamment dans les salles de rédaction, bien, c'est toutes les clauses professionnelles. Donc, on continue à faire notre travail en tant qu'organisation syndicale, mais il y a une dimension de plus qui a été ajoutée, celle de trouver des solutions économiques à la situation. Puis, on le fait du mieux qu'on peut et avec toute la passion que ça demande. Et quelles sont vos craintes s'il n'y a pas d'investissement de la part du gouvernement? Parce que vous le disiez tantôt, depuis 2009, c'est 50 des postes qui ont disparu. Mm-hmm. Donc, quelles sont vos craintes pour le futur si, finalement, le gouvernement n'embarque pas dans tout ça? Bien, nos craintes, évidemment, c'est qu'éventuellement, puis on l'a vu du côté du Canada anglais récemment, il y a quand même des gros joueurs qui sont tombés. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gros joueurs qui sont tombés. Il reste très peu de grands quotidiens nationaux, là, même si on entend que le New York Times va mieux depuis Trump. Le reste, c'est ce qui est bon pour le New York Times, c'est pas nécessairement bon pour les autres quotidiens. Là, Donc, pour nous, évidemment, le péril, puis je pense que c'est ce qui devrait inquiéter l'ensemble de la population, bien, c'est qu'on perde ce pilier-là de la démocratie, ce qui permet aux citoyens du pays d'être informés sur ce qui se passe puis de faire des choix éclairés de société. Bien, c'est ça qu'on risque de perdre si on ne prend pas acte de ce qui se passe puis qu'on ne se donne pas les moyens en tant que pays de sauvegarder cette information-là. Puis moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que si les gens ne comptent que sur Facebook pour s'informer, avec les algorithmes qui enferment les gens de plus en plus dans des bulles, puis avec les nouvelles dispositions là, qui ont été annoncées sur Facebook, qu'il y aura encore moins de contenu d'information disponible sur les fils d'actualité, bien, c'est qu'on assiste à une polarisation des discours, à une polarisation des idées où les gens se confortent de plus en plus dans leurs préjugés puis dans leurs idées et qui sont de moins en moins exposés aux idées diverses et opposées. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un point de vue de la cohésion sociale puis de l'avenir de notre pays puis de l'avenir de nos sociétés. Alors ça c'est ultimement, je crois, ce qui nous guette. Puis Louis l'a dit tantôt, Facebook, Google ne veulent pas avoir les responsabilités qui incombent aux éditeurs d'information. Parce qu'un éditeur d'information qui se dit un média, eh bien, si jamais il présente des nouvelles erronées, il a l'obligation de se corriger. Il est passible d'être poursuivi pour toutes sortes de motifs, de la diffamation et autres. Il doit être capable de se défendre en cours, et ça prend des moyens, des fois, pour aller jusqu'en cours, pour défendre sa liberté d'expression puis son travail.
Donc, on ne peut pas compter sur Facebook et Google. On le voit de plus en plus, ils prennent des décisions pour se libérer des obligations qu'ils ont envers leurs usagers. Donc, dans tout ce contexte-là, il faut absolument... Puis moi, je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas une prise de conscience de nos gouvernements. Je refuse de croire à cette éventualité-là. Je pense qu'ils vont embarquer dans le train puis qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour assurer l'avenir parce que c'est le fondement même de notre société. Puis, quand on y pense de cette façon-là, c'est impossible de ne pas agir. En fait, pour nous, là, le fait que le gouvernement fédéral n'intervienne pas, ce n'est pas une option. Quand, en 2016, on a décidé de frapper à la porte du gouvernement du Québec pour commencer à sensibiliser le premier ministre, M. Couillard, de la problématique de la presse écrite, les gens nous regardaient et disaient « Où est-ce que vous allez? Jamais le gouvernement va mettre d'argent dans les médias. Il va se faire critiquer, il va faire ci, il va faire ça. » On l'a fait. Claude Dorion-Taylor, on a rencontré M. Couillard à la baie. On lui a parlé intelligemment avec des arguments posés, quand on parle aux gens avec des bons arguments, quand ce qu'on demande est légitime, n'est pas démesuré, les politiciens écoutent. Le gouvernement du Québec a écouté à 2 reprises. Ils ont donné un premier programme dans le budget l'État 2017 de 35 millions sur 5 ans. C'était une première dans l'histoire du gouvernement du Québec d'une intervention dans la presse écrite. Le gouvernement du Québec est revenu à la charge pour le devoir et Groupe Capital Média avec un prêt du Conseil qui a été demandé par le Conseil des ministres à Investissement Québec. Encore là, les gens n'y croyaient pas, mais le gouvernement le fait parce que pour le gouvernement, c'était quand même important la survie de la presse quotidienne régionale au Québec. Le Devoir, c'est un journal qui est important, c'est un quotidien qui est indépendant. Donc, notre cause est louable, elle est justifiée et c'est quand même l'identité canadienne qui est en jeu là-dedans parce que c'est la somme de tous ces journaux-là au Canada qui fait le Canada. C'est ça l'histoire du Canada, c'est tous ces journaux-là qui, jour après jour, racontent ce qui se passe dans leur communauté. Donc, les politiciens sont ouverts à ce genre de discussion-là, mais il faut le faire avec des bons arguments bien préparés et surtout leur présenter des solutions qui sont faciles à appliquer et assez rapidement. Parce qu'on n'a pas 10 ans pour le faire. Nous, on pense qu'il faut être là dans le prochain budget fédéral. Prochaine question, Denis Villeneuve. Oui, bien justement, on parlait tantôt de perte de 50 des emplois dans le domaine, mais admettons que le virage numérique fonctionne, il reste qu'il va se perdre encore des emplois parce que les médias, les journaux vont devenir immatériels. On le voit avec la Presse Plus. Selon vous, dans 10 ans, si on se rend jusqu'à là, il va y avoir combien de pertes supplémentaires? On va être rendu à quoi? 65, 70 %? Bien, ça dépend. Parce que si on parle de la transition du papier vers le numérique, c'est sûr que ça entraîne des pertes d'emplois, par exemple, au niveau de la distribution, de l'impression et tout ça. C'est arrivé à la presse, là. Il y a eu, je pense, peut-être 300 personnes au total, là, ou en tout cas dans les environs. Je n'ai pas les chiffres exacts. Cependant, si on a les moyens, si on trouve un nouveau modèle d'affaires, si on trouve une nouvelle structure pour l'industrie de la presse écrite, qu'elle soit numérique ou imprimée, bien, les journaux qui décideront de faire la transition vers le numérique, oui, il y aura des transformations au niveau des emplois. On l'a vu dans plein de secteurs, dans plein de domaines qui évoluent. Cependant, il y a des emplois nouveaux qui sont créés, qu'on pense à des webmestres, il y a plein de nouveaux emplois liés aux technologies. Puis, dans les salles de nouvelles, il y a aussi différents types d'emplois là, qui évoluent avec les transformations numériques et tout ça. Donc, si on a une industrie qui est en santé, il y aura des emplois, même si c'est des emplois qui sont un peu différents. Mais je pense qu'on est capable de s'adapter puis d'évoluer avec la situation. Mais l'important, c'est de s'assurer que les revenus sont là pour assurer la pérennité, notamment des salles de nouvelles puis des autres emplois là, qui sont nécessaires à la production de l'information. Prochaine question, Carole Néron. À la lumière de la performance de Mme Joly dans le dossier de Netflix, est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne pour s'occuper de votre dossier? Bien, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que c'est elle qui est ministre puis on travaille avec les personnes qui sont en place. Je pense qu'elle a des bonnes intentions. Je pense que c'est une personne qui croit fondamentalement à l'importance de la culture puis des médias au Québec puis au Canada.
Maintenant, là, je ne sais pas c'est quoi sa situation au sein du gouvernement non plus. J'ai comme l'impression que le ministre des Finances, par exemple, a un poids quand même élevé au sein du gouvernement, puisque notamment sur la question de la taxation, c'est beaucoup plus dans sa cour à lui que dans sa cour à elle. Alors, je trouve que les regards ont été beaucoup tournés vers Mme Joly, puis elle a sa part de responsabilité parce que c'est elle la ministre de la Culture, puis ça lui incombe. Mais dans la réalité, il y a aussi le reste du gouvernement, M. Trudeau, M. Morneau. Je crois qu'ils ont leur mot à dire là-dedans. Puis c'est eux aussi qu'on tente de convaincre. En terminant, quelle est la suite des choses pour ce qui est de la campagne? Qui allez-vous rencontrer? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, on continue de rencontrer les députés et ça jusqu'à la fin du mois de février, là, c'est-à-dire qu'il va y avoir le budget. Donc, nous, on se concentre vraiment sur le budget. On veut rencontrer M. Morneau, M. Baines, le ministre de l'Industrie, M. Trudeau, continuer de leur parler de nos préoccupations puis s'assurer que l'argent sera au rendez-vous pour le prochain budget. Donc, au niveau de la campagne, il y a une pétition, une lettre ouverte là, qui a été signée notamment par le Conseil du patronat, par les chambres de commerce, par plusieurs personnalités publiques. Et on demande au public de continuer à signer cette lettre-là. Donc, c'est sur le site de la FNC, www.fnc.québec. Alors, il y a le lien là-dessus pour pouvoir aller signer la pétition. Donc, plus on aura de noms, mieux ça sera. Donc, on met nos énergies là-dessus pour convaincre le gouvernement d'agir dès le prochain budget. Puis ensuite, comme je le disais, il va falloir envisager l'avenir dans un horizon beaucoup plus long. Est-ce que l'accueil est favorable jusqu'à maintenant? Du lancement et de la réponse que vous avez eue des gens que vous avez rencontrés sur le terrain? Oui, définitivement. On a beaucoup d'appui du côté politique, du côté fédéral, du côté provincial aussi. Donc, on continue de travailler. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans un budget, puis ensuite dans des discussions qui auront lieu là, pour les autres révisions de loi aussi. Parfait. Merci à vous trois d'avoir pris part au Cercle de presse aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.